J'ai réalisé des vidéos sur tous les pays du monde. Parfois, certains pays comptent des régions au caractère si distinct qu'elles se démarquent. Que vient-il à l'esprit de la plupart des gens quand on parle de l'Inde? Ils pensent sûrement à Bollywood, au Taj Mahal, à l'hindouisme, bref, à la majeure partie de l'Inde sur la péninsule d'Asie du Sud-Est. Et je veux dire, ça a du sens parce que c'est là que vit l'immense majorité des gens en Inde. Si vous regardez la carte de l'Inde avec toutes les régions disputées, selon votre point de vue, je ne vais pas aborder ce sujet. À l'est, une section étrange rarement mentionnée n'est reliée au pays que par un corridor étroit d'environ 22 km. Et cette partie de l'Inde est complètement différente du reste du pays, avec des peuples totalement différents. Ce sont bien des citoyens indiens. Quel est le nom de cette curieuse région de l'Est de l'Inde, mesdames et messieurs? Bienvenue chez les 7 sœurs, parlons un peu de géographie et... Bonjour à tous, je suis votre hôte Barbs et oh là là mon dieu, l'ancien alphabet glagolitique bulgare. Qu'avons-nous là? Procurez-vous la tasse Geography Now sur geographynow.com. Beaucoup de produits sympas, t-shirts, mugs, sacs à cordon. Oui, les mugs marchent, prenez-en, soutenez la chaîne comme je dis, ce n'est pas vendre son âme si c'est votre marque. J'avoue que pendant un certain temps, je me suis beaucoup concentré sur l'Inde, en partie parce que la plus grande partie de mes abonnés asiatiques vient de là-bas. Et j'ai essayé de trouver des moyens de... Enfin, il faut vraiment que j'aille en Inde à un moment donné. En fait, je ne suis pas encore allé en Inde, on pourrait croire que oui. J'ai beaucoup voyagé et j'ai fait beaucoup de vidéos, mais le truc c'est que si je vais en Inde, je veux que ce soit parfait. Et je ne veux pas aller dans les endroits super touristiques. Genre, je ne veux pas aller au Taj Mahal, ça ne m'intéresse pas, désolé. Le Taj Mahal ne m'intéresse pas, désolé. Moi, j'ai plutôt envie de voir des régions un peu plus hors des sentiers battus, des endroits plus obscurs. Et cette région précise de l'Inde me fascine vraiment depuis un moment. J'ai déjà parlé de ce sujet dans ma vidéo sur les États et territoires de l'Union de l'Inde. Mais je veux aller plus en profondeur, parce que quand on regarde la carte de l'Inde, c'est fou de voir qu'il y a toute une partie du pays à laquelle peu de gens prêtent vraiment attention. Démographiquement parlant, il y a une grande partie de l'Inde sur la péninsule d'Asie du Sud-Est. D'accord, vous voyez, c'est cette péninsule en forme de triangle qui constitue la majeure partie de l'Inde, non? Dans cette péninsule en forme de triangle. L'Inde compte deux grands groupes démographiques, les Indo-Aryens et les Dravidiens du Sud. Ils forment la majorité de la population indienne. Et bien sûr, parmi les Indo-Aryens et Dravidiens, ils se divisent en divers groupes ethno-linguistiques, groupes et sous-groupes. Ils parlent et écrivent chacun dans leur langue et écriture, blablabla. L'Inde est très diversifiée, mais la majorité de ces groupes ethno-linguistiques sont indo-aryens ou dravidiens. Mais ensuite, lorsque vous traversez cette bande de terre très étroite et que vous entrez dans la partie orientale de l'Inde, tout change complètement. Et ensuite, vous entrez dans la région appelée les 7 sœurs. Alors, qu'est-ce que la région des 7 sœurs en Inde? Petite précision, je ne suis pas indien ni originaire d'Inde. Je ne suis pas expert, mais c'est ce que j'ai appris après 10 ans de travail et de recherche sur Geography Now. Si vous venez d'Inde, ou surtout si vous venez des 7 États sœurs de l'Inde, n'hésitez pas à intervenir, écrivez quelque chose dans les commentaires, apprenez-nous des choses. Merci de me corriger si je me trompe, c'est ce que j'ai compris, d'accord? Alors, quels sont les 7 États sœurs? C'est la partie la plus isolée de l'Inde. Toute cette région est pratiquement enclavée. Donc, toute cette région de l'Inde ne représente qu'environ 4% de la population totale du pays. Et dans toute l'Inde, c'est l'endroit le moins densément peuplé. Ici, contrairement au reste de l'Inde, plus de gens consomment de la viande, surtout du bœuf et du porc, et il y a davantage de chrétiens. En fait, ils ont certains des plus hauts pourcentages de chrétiens dans leur population, et la culture devient beaucoup plus tribale. Ils ont des sociétés tribales dans ces régions, ce qui signifie qu'ils ont beaucoup de districts et de conseils autonomes. Maintenant, l'Inde a beaucoup de zones autonomes à travers tout le pays, mais celles-ci sont spécifiquement des districts et des conseils autonomes constitutionnels qui concernent les peuples tribaux. C'est un peu similaire, mais pas exactement, mais un peu similaire à ce que nous avons ici aux États-Unis, avec par exemple les réserves amérindiennes, comme les peuples tribaux ayant un statut propre à certains niveaux administratifs, si cela a du sens. Et 4 de ces États ont des districts autonomes. La Constitution indienne accorde à ces conseils de districts autonomes tribaux des pouvoirs accrus d'autogestion sur la terre, la culture, les ressources et les impôts. Aujourd'hui, l'Assam, le Meghalaya, le Mizoram et le Tripura ont chacun des conseils de districts autonomes. Donc, en gros, toutes ces régions étaient autrefois sous la domination coloniale britannique, n'est-ce pas? Et puis, après leur départ, et alors que tous ces nouveaux endroits accédaient à l'indépendance, ils avaient à peu près le choix.
Ils pouvaient rejoindre l'Inde, ils pouvaient éventuellement rejoindre la Birmanie, ils pouvaient éventuellement rejoindre le Pakistan oriental, qui deviendrait plus tard le Bangladesh, qui était à majorité musulmane, ou ils pouvaient éventuellement tenter de devenir complètement indépendants. Mais alors, ils ne feraient pas partie du Commonwealth. Et ce serait aussi étrange, parce qu'ils sont enclavés, donc ce serait vraiment compliqué. La plupart de ces régions ont accepté de rejoindre l'Inde, la majorité des États ont intégré le pays à l'amiable et étaient d'accord pour en faire partie. Il y a eu de la résistance et des réactions négatives dans certains endroits, avec des troubles, mais finalement tous ont accepté de rejoindre l'Inde. Aujourd'hui, la plupart des habitants de ces États n'ont pas cela. Par exemple, bien que beaucoup d'Indiens aient une apparence indo-aryenne ou dravidienne, nombre d'entre eux ressemblent plutôt à des Asiatiques de l'Est. Et c'est parce que cette région était le carrefour de 4 groupes ethno-linguistiques qui sont arrivés au fil du temps, historiquement, et ont créé toutes ces communautés et tribus des 7 sœurs. Tout a commencé avec l'arrivée des Austronésiens il y a 10 000 ans, premiers habitants de ces régions. Les plus grands descendants des Austronésiens sont principalement les peuples Khasi et Jayantia au Meghalaya. Ensuite, il y a environ 3 à 4 000 ans, les peuples sino-tibétains sont arrivés. Aujourd'hui, ils forment le deuxième plus grand groupe ethno-linguistique des 7 sœurs. Les plus grands groupes incluent les Mishmi, Naga, Mizo, Tripuri, Bodo et Kashari. Puis il y a environ 2000 à 3000 ans, les Indo-Aryens provenant de la partie principale de l'Inde sont également arrivés et ils constituent aujourd'hui la plus grande partie de la population de cette région de l'Inde. Les plus grands groupes étant les Bangla, Sylheti et Aomia. Et enfin, il y a environ un millénaire, les peuples Kradai sont arrivés depuis la péninsule d'Asie du Sud-Est, en gros des personnes apparentées aux Thaïlandais et aux Laotiens. Ils sont venus, ont vécu en montagne et se sont mêlés. Donc ce que vous avez dans cette région, c'est une combinaison de 4 grands groupes ethno-linguistiques qui se sont mélangés, ont construit des royaumes et des empires. Et tout le reste, ils se sont divisés en tribus et sous-groupes, et en sous-clans de ces sous-tribus et sous-groupes, et ainsi de suite. C'est un endroit vraiment très mélangé. Et sur ce, commençons à présenter les 7 sœurs, d'accord? D'accord? Premier état, Arunachal Pradesh, capitale Itanagar. C'est la terre où le soleil embrasse d'abord l'Inde, car c'est la partie la plus à l'est. C'est l'État le moins peuplé d'Inde, avec environ 1,5 million d'habitants, et celui-ci est compliqué géopolitiquement car la Chine le revendique toujours. Par exemple, si vous regardez les cartes chinoises, ils incluent l'Arunachal Pradesh sur leur carte, et sur leur carte, ils appellent cette région le Tibet du Sud. Pourquoi ? Quand la Chine a pris le contrôle du Tibet dans les années 50, elle a affirmé que tout territoire jamais administré par le Tibet lui revenait, or cette région en a fait partie autrefois. Aujourd'hui, même si la Chine ne cherche pas vraiment à dominer cette région, on sait qu'ils construisent souvent de petites stations et villages près de la frontière. Et puis l'Inde le remarque et ça provoque toute une dispute. Cet endroit s'appelait autrefois l'Agence de la frontière du Nord-Est et était considéré comme territoire de l'Union. Jusqu'en 1987, lorsqu'ils ont obtenu le statut d'État, ils comptent 26 tribus reconnues, la plus grande étant les Nishi. Donc, évidemment, comme au Tibet, vous allez retrouver ici beaucoup de cultures de style himalayen tibétain, beaucoup de bouddhisme, beaucoup de temples, des montagnes hautes et imposantes. Ils ont le monastère et la porte de Tawang, la vallée de Ziro, la pagode dorée, le parc national de Namdapha et beaucoup de bonne nourriture ici. D'accord, ils ont des choses comme le tukpa, les momos et l'apong, qui est une bière de riz qu'ils fermentent dans des tubes de bambou. C'est très célèbre ici. De nombreuses traditions et festivals ont lieu ici, comme le Losar, Nouvel An tibétain, le festival de musique de Ziro et le festival Solong. Pour un lieu isolé, peu peuplé, entouré d'une nature incroyable et de vues sur les montagnes, choisissez l'Arunachal Pradesh. Le prochain, l'Assam, capitale d'Ispur, la porte d'entrée des 7 sœurs, l'incroyable Assam. C'est essentiellement le foyer du fleuve Brahmapoutre, l'un des fleuves les plus importants et sacrés de toute l'Inde. Ce fleuve traverse littéralement la région. Tout l'état de l'Assam extrêmement important, c'est pourquoi tout l'état est très fertile. Il abrite la plus grande île fluviale au monde, Majuli, sur le Brahmapoutre. L'Assam est en gros comme la grande sœur des 7 sœurs. Beaucoup de ces États formaient jadis un seul État appelé Assam. Ils se sont séparés pour devenir des États distincts, l'Assam étant le plus grand. Ils ont aussi 3 conseils de district, Bodoland, Karbi Anglong et Dima Assau. Il y a tellement de groupes ethniques ici, le plus grand étant évidemment le peuple assamais. C'est le seul État indien à produire toutes les soies, la soie Muga ou dorée étant la plus rare. Ils la produisent ici, ce qui fait leur réputation. Près des 2 tiers des rhinocéros unicornes d'Inde vivent dans cet État.
La majorité sont dans le parc national de Kaziranga. Ils ont aussi la danse Satriya, l'un des 8 styles classiques reconnus en Inde. Certains affirment qu'Assam a le meilleur thé d'Inde, mais Sikkim ne serait pas d'accord. Et oui, c'est la grande sœur des 7 sœurs, les rhinocéros, le thé, la soie, les rivières. C'est ce que vous obtenez avec l'Assam. Ensuite, Manipur, capitale Imphal, le joyau de l'Inde incroyable, la terre d'or. Donc, en fait, ils étaient leur propre type de pays avant toute l'histoire de rejoindre l'Inde, l'État de Manipur. Mais ensuite, ils ont rejoint l'Inde en tant que territoire de l'Union, puis ont obtenu le statut d'État, en 1972. Il y a de nombreux groupes ethniques et linguistiques ici, dont les Matéas. Comme l'Assam, ils possèdent aussi l'une des 8 danses classiques indiennes, la Manipuri. Ils ont ces jupes cylindriques, c'est vraiment cool. On dit que le jeu de polo est originaire d'ici, ils ont même une énorme statue de polo. Ici, un riz noir rare nommé chouk vire au violet à la cuisson. Le plat le plus populaire ici est sans doute le ramba ou du poisson fermenté avec légumes. Mais l'un des endroits les plus impressionnants de cet état est probablement le lac Luktuk. Le lac appartient au parc national Kebul Lamjao, unique parc flottant au monde. En regardant le lac, on voit d'étranges îles flottantes rondes. Beaucoup de festivals sympas comme les festivals Lai, Aroba et Yaoshang. Ils ont sûrement de bons athlètes car leurs arts martiaux sont renommés. En particulier, le Tangta, le Huyan Langlong, l'artisanat et les produits en bambou et canne fabriqués ici. Ils apprécient leurs produits en bambou. Manipur, puis Meghalaya, capitale Shillong, encore. Je ne suis pas encore allé en Inde, mais d'après ce que j'ai vu en photos et vidéos. Oh là là, c'est sûrement un des plus beaux endroits d'Inde. Tout d'abord, on l'appelle la demeure des nuages, là où les nuages rentrent chez eux, l'état à mi-chemin du paradis. Tout d'abord, cela faisait partie du grand état d'Assam avant qu'il ne se divise en 7 petits états sœurs jusqu'à ce qu'il devienne son propre état. En 1972, ils avaient 3 conseils de district administratifs, Kassi, Giantia et Garo. Et voici la chose, c'est le livre Guinness des records. Endroit le plus humide du monde, recevant environ 1200 cm de précipitations annuelles. C'est fou. Et à cause de la pluie, cet endroit est très vert et très luxuriant. À tel point que des ponts vivants faits de racines peuvent littéralement se former et que les gens peuvent les traverser. C'est comme de la construction d'arbres dignes d'Avatar, comment tu appelles ça? C'est littéralement de la bio-ingénierie. Tu prends un être vivant et tu l'aménages pour en faire une véritable structure civile. Leurs collines abritent de superbes grottes et cascades, pas les chutes de Kalakai, mais d'incroyables cascades verdoyantes. Et le truc, c'est que c'est probablement l'une des régions tribales les plus matrilinéaires de toute l'Inde où les coutumes et les lois d'héritage sont transmises par les mères, ce qui est en fait assez rare dans la société indienne. Réputé pour le jado, riz au porc, le doneong et le tungrimbe, graines de soja fermentées. Petite anecdote, c'est la capitale du rock en Inde. Ils adorent la musique rock ici, c'est vraiment ce pourquoi ils sont connus. Donc voilà. Meghalaya, la capitale pluvieuse et humide du rock en Inde. Ensuite, la capitale du Mizoram, Aizawl, le pays des montagnes bleues. C'est l'état le plus boisé d'Inde, avec plus de 90% de forêt. Ici, la nature est prise très au sérieux. Avant d'obtenir le statut d'État, ils étaient un territoire de l'Union jusqu'à ce qu'ils obtiennent finalement le statut d'État en 1987. Ils possèdent aussi 3 conseils de district autonomes, Chakma, Mara et Lai. Revenons à cette histoire de forêt. Ici, il se passe quelque chose d'étrange appelé le Mautam, tous les 50 ans. Tous les bambous commencent à fleurir et c'est très beau à voir. Mais cela pose aussi un petit problème, car cela fait exploser la population de rats parce que les rats adorent manger les graines de bambou. C'est un événement beau mais chaotique. Ils doivent gérer les rats et tout ce qui s'ensuit avec de nombreuses coutumes tribales intéressantes. Il y a de nombreux groupes ethniques ici, les Mizo étant les principaux, d'où le nom Mizoram, ainsi que les groupes sous-tribaux Luzé, Shma, Lai et Mara. Ils affichent le taux d'alphabétisation le plus élevé de toute l'Inde avec plus de 90%. Célèbres pour les festivals Chapcharkut et Mimkut, ils sont axés sur l'agriculture. Également pour le tissu Puan qui vient d'ici. Ils possèdent également la réserve de tigres de Dampa et le château de Bawinu. Ils ont aussi un site archéologique impressionnant avec de nombreux monolithes sculptés, dont certains restent mystérieux. Les archéologues tentent de les déchiffrer mais ignorent vraiment. Ils aiment manger du bai, plats de légumes et viande vapeur. Leurs plats incluent souvent des pousses de bambou et ils apprécient aussi la viande fumée. Oui, il y a juste une vie communautaire agréable et chaleureuse ici. Et ils ont un mot, oh mince, comment est-ce que je le prononce?
Ce qui signifie, c'est l'esprit coopératif de la vie communautaire, c'est le mot qu'ils utilisent ici pour ça. Oui, Mizoram. Ensuite, la capitale du Nagaland, Kohima, connue comme la terre des festivals, la capitale mondiale des faucons. Beaucoup de faucons vivent ici. Cet État compte environ 87% de chrétiens, soit le pourcentage le plus élevé du pays. Cela faisait autrefois partie de l'État d'Assam jusqu'à ce qu'il devienne indépendant en 1963. Oui, et cet endroit compte 16 tribus principales, et ils ont certaines des coutumes et traditions les plus colorées et vibrantes de toute l'Inde. Et beaucoup d'entre eux portent ces châles codés par couleur, donc on peut savoir de quelle tribu ils viennent en fonction de la couleur et du motif. Les principaux groupes ethniques incluent les Konyak, Aolota, Angami, etc. Fait controversé, certaines tribus ici étaient historiquement connues pour la chasse aux têtes. Ils l'utilisaient pendant les guerres tribales entre villages, mais ont cessé. Mais c'est un peu une des choses pour lesquelles ils sont connus, une autre chose étrange qu'ils ont. Par exemple, au Nagaland, notamment à Konoma, on trouve de grands monuments en pierre. À Dimapur, le site archéologique de Kachari Rajbari témoigne d'une ancienne civilisation médiévale de la région. Ils aiment manger leur porc fumé ici, ainsi que ils sont connus pour ce curry de pousses de bambou qu'ils aiment manger. Parmi les célébrités locales figure le docteur T.A.O., un footballeur, et U.H. Tejario, créateur de mode. Le Nagaland est surtout célèbre pour le festival du Kalao. C'est un grand festival où les 16 principales tribus se réunissent pour des démonstrations et des compétitions impressionnantes. Et blablabla, vous pouvez voir les 16 principales tribus réunies au même endroit en même temps. Ils font une super présentation, il y a de nombreux festivals ici, notamment le festival Nagaland et la capitale du Tripura, Arcatala. C'est l'État que beaucoup d'Indiens oublient. Ah oui, celui-là fait aussi partie de l'Inde. Oui, souvent ils oublient un peu cet endroit, mais c'est intéressant car, bien que petite, c'est la deuxième région la plus densément peuplée des 7 sœurs, après Assam. C'est vraiment intéressant. Cet endroit était en fait un État princier avant de rejoindre l'Inde. Il avait sa propre principauté. Et puis, lorsqu'ils ont rejoint l'Inde, ils étaient un territoire de l'Union, jusqu'à ce qu'ils obtiennent finalement leur statut d'État. En 1972 fut une grande année en Inde, marquée par des réajustements administratifs. Comme vous le voyez sur la carte, cet État est entouré par le Bangladesh sur 3 côtés, d'où la majorité bengali, soit environ 60% de la population. Un groupe autochtone, les Tripuri, vit ici et constitue le 2e plus grand groupe. Et puis, il y a plein d'autres groupes comme les Chakma, les Mulk et ainsi de suite. Ici, environ 83% de l'État est hindou, donc on voit beaucoup de temples hindous. Étant une principauté, ils possèdent des palais royaux ici, donc c'est un peu comme un État royal. Et comme 3 de leurs autres États frères, ils ont ici un conseil de district autonome, le district des zones tribales de Tripura, qui occupe environ 70% de la superficie totale de l'État. Ils ont beaucoup de festivals sympas ici, comme le Garia Puja, le Karshi Puja et le Kher Puja. Je ne parle ni Tripuri ni bengali, mais je pense que Puja veut dire festival. Ils ont les superbes sculptures rupestres d'Unakoti. Parmi les célébrités figurent la gymnaste olympique Dima Karmakar et le compositeur Sachin Dev Burman. Et oui, Tripura, c'est un État fortement peuplé de Bengalis avec aussi un grand passé royal parmi les 7 sœurs. Voilà donc les 7 sœurs. C'est sans doute la région de l'Inde qui me fascine le plus. Je veux dire, l'Inde est évidemment très diversifiée, mais si tu veux voir des régions tribales semi-autonomes, avec une diversité incroyable et des paysages naturels magnifiques, c'est cette partie de l'Inde qu'il faut visiter. Vous êtes géniaux. Et ah oui, abonnez-vous à cette chaîne si vous le souhaitez. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et appris quelque chose. Santé, restez cool, restez à l'écoute.